Les dessins animés de Disney nous ont tous accompagnés durant notre enfance et continuent encore aujourd'hui à nous faire rêver. Ces contes féeriques ont le don de nous plonger dans un monde fantastique où les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres. Qu'importe l'âge que vous devez avoir aujourd'hui, nous sommes sûrs qu'il y a au moins un dessin animé de Disney qui vous émeut et que vous adorez plus que tout. Mais au risque de briser la magie, Disney et Pixar cachent plusieurs secrets dans leurs films. Heureusement, nous les avons trouvés et aujourd'hui, nous vous les ferons connaître. Installez-vous confortablement, nous vous ferons replonger en enfance. Voici les 7 secrets de Disney Pixar enfin révélés. Et si vous n'y croyez pas, vous pourrez toujours demander à Pinocchio. Bon, c'est vrai que lorsqu'on est enfant, il y a certains détails qui ne sautent pas forcément aux yeux. Mais aujourd'hui, on est grand et nous, on l'a vu, ce fameux A113. Le code A113 se cache dans plusieurs films de Disney Pixar. Certains sont flagrants, d'autres beaucoup plus discrets, ce qui a fait naître la supposition d'une éventuelle théorie du complot. Encore. Approchez, regardez, il est là, sur la boîte en carton dans Mille et une pattes, sur l'appareil photo du plongeur dans Le Monde de Nemo, sur la plaque en métal dans Là-haut, sur l'étiquette dans Ratatouille, sur la plaque d'immatriculation dans Toy Story, et on le voit aussi en chiffres romains sur le mur dans Rebelle. Avouez, vous ne l'avez pas vu celui-là. Bref, ils sont parsemés un peu partout. Alors que certains pensaient que ce code signifiait que tous les personnages vivaient dans un seul et même monde, mais à des époques différentes, d'autres encore le considéraient comme un signe des Illuminati. Mais la réalité est tout autre chose, et c'est tout bête. A113 correspond en fait au numéro de la salle de classe de l'Université des Arts CalArts, créée par Walt Disney lui-même, là où plusieurs animateurs ont fait leurs études. Franchement, pourquoi chercher midi à 14 h? La même dégaine, la même barbichette, le même humour et surtout, la même voix. Il semblerait que le génie d'Aladin s'immisce un peu partout, comme dans la peau du marchand dans le début du film par exemple. En effet, le marchand qui narre l'histoire et que l'on voit dès les premières images ressemble étrangement au génie, ce qui laisse croire qu'il s'agit de la même personne. Et devinez quoi, bingo, en plein dans le mille. John Musker et Ron Clements, les réalisateurs du film, ont fini par lâcher le morceau. Ils ont confirmé cette théorie. 28 ans après sa sortie, ils ont révélé un secret bien gardé autour de 2 de ces personnages. Le marchand narrateur qui ouvre le début du film n'est autre que le génie. En plus d'avoir plusieurs points communs, les 2 personnages ont un timbre de voix identique, puisqu'en réalité, ils ont été doublés par Robin Williams en version originale. À l'époque, la possibilité de doubler 2 personnages dans un même film n'existait pas en France, où le génie était doublé par Richard Darbois, alors que le vendeur empruntait la voix de Bernard Allan. C'est sûrement pour cela que nous nous en sommes pas rendus compte sur le coup. Même Mufasa n'a pas été épargné sur les théories. Du fond de sa tombe, on continue à le cribler d'accusations. La première est que lui et Scar ne seraient pas frères. Ben voyons. Lors d'une interview, les réalisateurs du film sorti en 1994 ont déclaré que dans la vraie vie, Scar et Mufasa n'auraient jamais pu être frères. S'appuyant sur les comportements des 2 lions, ils ont avancé l'idée que les 2 félins ennemis ne pouvaient tout simplement pas partager le même sang. D'abord pour la simple raison qu'une troupe de lions ne comporte en général qu'un seul mâle, sachant que l'équipe du film s'est principalement inspirée du fonctionnement atypique d'une troupe de lions pour écrire son histoire. Ensuite, il y a les physiques complètement différents des 2 félins. Certes, Scar est plus moche, car il incarne le méchant, sauf qu'il n'y a vraiment aucun point de ressemblance entre eux, même pas un poil. Et enfin, il y a ce petit indice très subtilement prononcé par Scar qui, dès le début du dessin animé, prononce la phrase « J'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur », ce qui laisserait croire que ce ne sont pas des frères biologiques. Bien que la fameuse scène dramatique où Mufasa se fait tuer par Scar nous ait tous chamboulés, il existe une théorie rocambolesque qui suppose que le roi est tout autant que son frère un grand méchant dans l'histoire. Nous nous serions trompés alors? En voici les preuves. Selon cette théorie, Mufasa serait méprisant et injuste envers Scar. Rien qu'à voir la manière avec laquelle il le traite, comme s'il était un paria, alors que, nous devons le rappeler, il est censé être son frère. Ajoutons à cela sa manière de rire à des blagues sur sa mort, un comportement agressif qui pourrait être considéré comme une provocation, ou pire, un affront. Certes, il a été tué de manière tragique et injuste, mais en même temps, il a quand même contribué à amplifier la haine de Scar. Et, de ce que nous savons, les gentils ne font pas ça. À méditer. Les mordus de films Disney vous le confirmeront sans doute, tous les films Disney et Pixar sont liés entre eux. Trouvez les œufs. Connaissez-vous ce jeu? Eh bien c'est exactement ce que les réalisateurs des films ont tenté de faire en cachant subtilement dans chaque film des objets appartenant à d'autres films Disney. Non, on vous assure, on ne délire pas. D'ailleurs, tout a été confirmé par Disney en janvier 2017. Ils ont publié sur Facebook une vidéo officielle montrant en détail ces objets cachés qui lient tous les films Pixar entre eux. Dans le bossu de Notre-Dame, Pumba du Roi Lion s'est transformé en gargouille. Dans le monde de Nemo, on retrouve Bob de Monstres et compagnie qui nage dans le générique. On aperçoit Buzz l'éclair dans la salle d'attente de Monstres et compagnie. La petite Boue possède une poupée Cowgirl Jessie. Dans Cars, l'écurie de course d'Inoco est aussi une station essence dans Toy Story.
Dans Ratatouille, Alfredo Linguini porte un caleçon des Indestructibles. Wally possède une figurine Rex dans ses jouets. Ah, tiens, voilà Nemo qui se balade dans Toy Story 3. Vous vous doutez bien qu'il existe encore des centaines d'exemples comme cela, mais impossible de tous les énumérer. Convaincu maintenant ? Bon, là on remonte au début de Disney, lorsque le budget était encore très limité et qu'il fallait trouver un moyen de créer un produit sans casser la tirelire. Et Walt Disney, ingénieux comme il était, a trouvé une technique astucieuse, et qui semble-t-il a bien marché. Vous ne l'avez jamais remarqué, mais aujourd'hui, ça va vous sauter aux yeux. À l'époque, créer des animations uniques nécessitait un travail laborieux puisque les technologies n'existaient pas encore. Les animations étaient créées par des illustrateurs qu'il fallait naturellement payer. Pour éviter de gaspiller du temps et de l'argent, Disney recyclait certaines de ses animations. Si vous observez bien, en comparant certaines scènes, vous remarquerez que les gestes des personnages sont identiques dans deux films différents. Ils gardaient les animations et redessinaient dessus d'autres personnages qui leur ressemblent. Malin! Voici quelques exemples. Cette scène d'Arthur dans Merlin l'Enchanteur que l'on retrouve dans le livre de la jungle, on retrouve également Balou, de nouveau ours, sous les traits de Petit Jean. La fête des Aristochats inspire de son côté le ballet de Dame Marianne et Robin des Bois. Ou encore, la scène où les Dalmatiens font la course contre la voiture pour monter dedans ressemble beaucoup à celle des Aristochats, si ce n'est qu'elles sont identiques. Et là encore, il y en a tellement. Qui n'a pas vu au moins un des 4 films de la saga Toy Story ? Cette série de films est l'une des plus célèbres des studios Pixar. Et comme la célébrité a parfois un prix, elle est aussi victime de théories complètement délirantes. En voici 2 qui vont littéralement vous surprendre car elles paraissent très crédibles. À l'origine de ces 2 théories, un blogueur nommé John Negroni qui s'est posé beaucoup de questions sur les parents d'Andy. Et attention, il a des preuves. John avance que selon lui, la mère d'Andy et la petite fille qui a laissé la poupée Cowgirl Jessie sur la route dans Toy Story 2 seraient la même personne. Et pour preuve, lorsque la poupée raconte qu'elle a été abandonnée par son ancienne propriétaire et qu'elle était très heureuse quand elle jouait avec elle, nous pouvons en effet voir au cours du flashback qui illustre l'histoire que la petite Emily portait un chapeau. Même si elle avait oublié son jouet en vieillissant, elle aurait très bien pu conserver son chapeau et l'offrir ensuite à son fils Andy quelques années plus tard. De plus, nous comprenons grâce à l'évolution de la décoration de la chambre que la petite fille devient adolescente et qu'elle a grandi dans les années 60. Cela nous amène à croire que les 2 histoires ne sont pas passées à la même époque. Et enfin, la maman d'Andy n'a jamais dévoilé son prénom. Il est donc fort possible qu'elle s'appelle Emily, sachant que son âge est en adéquation avec celui de la fillette des années 60. Ça se tient, non ? Passons à présent à la seconde théorie. Vous avez sans doute remarqué l'absence du père d'Andy dans la saga. Selon John, il y a bien une raison. Le blogueur a évincé toute hypothèse de mort ou de déplacement professionnel puisque cela paraît évident que les parents sont divorcés et plusieurs signes le prouvent. Dans le premier opus, Andy déménage dans une maison plus petite. Cela signifie qu'il y a une réduction des membres de la famille. De plus, sa mère décide aussi de lui offrir pour Noël un petit chien, comme sorte de cadeau compensatoire. L'analyse va encore plus loin puisque nous remarquons qu'Andy est particulièrement attaché à Woody et Buzz l'éclair, les 2 figures masculines présentes dans ses jouets, l'un représentant l'autorité et l'autre le pouvoir. Étrange, non ? Woody représente le passé avec son père et Buzz le futur sans lui, le symbole d'un nouveau départ. Et enfin, remarquez que dans certains plans, la mère d'Andy ne porte plus son alliance. Bon, on ne veut pas vous rendre parano, mais c'est quand même flagrant, vous ne trouvez pas ? La vie n'est pas un conte de fées, et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui nous allons vous révéler une vérité dure à entendre. Les princesses, ainsi que d'autres personnages de Disney, n'ont pas de maman. Oui, ça crève le cœur, et cette fois-ci cette théorie a bien été confirmée par l'un des créateurs des films Disney. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Belle, Yasmine, Ariel, Cendrillon n'ont pas de maman ? Eh bien voici la réponse. Interrogé dans le cadre d'une interview, Don Hahn, l'un des producteurs de Disney, a en effet affirmé que la majorité des personnages n'ont pas de maman pour la simple et bonne raison que les films de Disney relatent les histoires à partir de jours où les personnages se retrouvent confrontés à la vie et doivent prendre leurs responsabilités. C'est ainsi plus facile de faire passer les personnages pour des adultes en faisant disparaître leur mère. En gros, la disparition de la mère oblige le personnage à grandir. C'est une sorte d'ellipse temporelle. Il y a une autre raison à cette absence maternelle, mais celle-ci est par contre plus tragique. Vous l'ignoriez sûrement, mais Walt Disney a perdu sa mère par une asphyxie causée par une fuite de gaz dans la nouvelle maison qu'il lui avait achetée. Flora Disney avait pourtant prévenu ses enfants que quelque chose clochait avec le four à gaz, mais les réparateurs qui avaient été envoyés n'avaient pas résolu le problème. Cet accident a plongé le père de Mickey Mouse dans le chagrin le restant de sa vie. C'est sans doute cette culpabilité qui a fait qu'il a privé presque tous les personnages de leur maman. Certes, ce n'est qu'une théorie, mais il y a quand même une réflexion de la psychologie de Walt dans cette affaire. Alors, que pensez-vous de ces secrets ? Lequel vous a le plus étonné ? Dites-le nous dans les commentaires.